chers internautes, bonjour chers élèves de la classe de terminale. Nous sommes dans votre émission La philosophie en ligne, ici à Nangan Sambo, avec votre nouvel concept de activités chez vous, avec M. Sougou, le professeur de philosophie. M. Sougou, je vous salue. Bonjour Badara. J'espère que vous vous portez bien. Oui, comme vous l'avez si bien dit, avec le concept des activités chez vous. Aujourd'hui, nous sommes à Nangan Sambo, aux îles du Saloum, où nous allons profiter de l'occasion pour essayer de faire bénéficier aux élèves de la classe de terminale un cours de philosophie, plus précisément dans leur émission intitulée La philosophie en ligne. Merci M. Sougou, ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous aujourd'hui de la philosophie, notre charmant professeur, hein, on va dire. Non, nous sommes ici dans les îles du Saloum. Bon, d'abord, avant tout, quelle interprétation philosophique peut-on avoir de cette visite au niveau des îles du Saloum? Oui, je pense que quand vous me demandez quelle interprétation philosophique peut-on avoir de cette visite aux îles du Saloum, je pense qu'avec le concept des activités chez vous, la chaîne du peuple a pris l'initiative de se déplacer au niveau de certaines zones dans le but de parfaire la cohésion, mais aussi dans le but de promouvoir la diversité, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est en ce sens que nous pouvons en avoir, bien évidemment, comme vous l'avez si bien dit, une interprétation philosophique, parce que, encore une fois, de nos jours, nous sommes dans un monde, mais dans un monde qui est perçu comme un village planétaire, dans un monde où tout le monde a accès à l'information, dans un monde diversifié, dans un monde où, encore une fois, on entre dans une interdépendance. Et grâce à cette interdépendance, les gens s'associent. Grâce à cette interdépendance, on assiste à un rapprochement des différentes sociétés. C'est la raison pour laquelle l'interprétation philosophique que l'on peut en avoir de cette visite, c'est que nous nous sommes rapprochés des gens de cette commune afin de découvrir leur culture, afin de se socialiser avec eux, mais aussi de prendre en eux. De prendre en eux, c'est-à-dire que c'est une question d'ouverture. Par exemple, il y a des traditions qui ne sont pas les nôtres. Il y a des traditions que l'on ne retrouve pas en nous-mêmes et qui sont propres à cette communauté. Si toutefois nous sommes là, nous pouvons en bénéficier. Mais est-ce que cette ouverture doit être source de perte? Je ne pense pas. Mais ça doit plutôt être une source d'enrichissement. C'est-à-dire, on va prendre d'eux, eux aussi, ils vont prendre de nous. Pourquoi? Parce que c'est le monde qui est configuré ainsi. Si le monde est configuré ainsi, aujourd'hui, nous assistons, comme je l'ai dit, à un rapprochement entre les sociétés, à une interdépendance entre les sociétés, dans la mesure où cette diversité, tant énumérée en philosophie des cultures, ne doit pas être en aucune situation une source de discorde, une source de divergence, mais plutôt une source de rapprochement, une source de cohésion entre les différentes sociétés. Et aujourd'hui, quand nous sommes là, encore une fois, on va tenter toujours de promouvoir cette conception, de promouvoir cette interdépendance, de promouvoir ce rapprochement entre différentes cultures, entre différentes sociétés. Et puis, cela nous a permis de changer l'environnement. Oui, cela nous a permis de changer d'environnement, de s'ouvrir. Et l'ouverture, encore une fois, comme je l'ai dit, n'est pas synonyme de perte, mais c'est un synonyme d'enrichissement. Et pour reprendre en sens Antoine de Saint-Exupéry, quand tu es différent de moi, tu ne m'appauvris pas, mais tu m'enrichis. Nos différences ne doivent pas être source de conflit, mais plutôt source de cohésion. Aujourd'hui, on est en train en parfaite cohésion avec la population de Nangan Sambo, histoire de mieux découvrir leur culture, mais aussi de mieux prendre des choses, encore une fois, qui sont très remarquables. En tant que philosophe, qu'est-ce que ça vous fait de donner une leçon dans cet environnement, dans une pirogue? Oui, c'est un plaisir, mais c'est une innovation, encore une fois. Donner un cours, je pense qu'aujourd'hui, c'est la médiatisation de l'éducation. Tout le monde aura accès à ça. Et les gens qui sont ici et les gens d'ailleurs vont pouvoir en profiter. Donc c'est du plaisir parce qu'on va toujours essayer de donner aux gens d'ici ce qu'ils méritent, aux gens d'ici ce que les gens d'ailleurs ont. Et toujours ça entre dans ce processus de cohésion, de rapprochement et d'interdépendance entre les différentes sociétés. Merci, c'est très important et je veux dire aux élèves de la classe de terminale de bien prendre note parce qu'aujourd'hui on va traiter des enjeux
de la finalité et de la perspective de la philosophie. Donc, il faut donc qu'ils prennent bien note. Donc pour la première question, M. Sougou, comment dirais-je, quelle conception peut-on avoir de cette thématique-là? Finalité et perspective de la philosophie. Merci beaucoup, mon cher Badara. Je pense que quand vous me dites quelle conception peut-on avoir de la thématique des enjeux de la finalité et des perspectives de la philosophie, c'est véritablement une question qui va peut-être prendre en charge toute la thématique évoquée. Et quand nous parlons de conception, nous parlons d'une part de point de vue. Quel point de vue peut-on avoir de cette thématique? Je pense que c'est une thématique assez intéressante. C'est une thématique qui prend en charge une certaine dimension du domaine 1 intitulé la réflexion philosophique. Et la conception que l'on peut en avoir va nous permettre de poser une question essentielle, qui est la question de savoir quelle est l'importance ou bien quel est le sens de la philosophie. Oui, parce que par enjeu, nous entendons ce qu'on peut gagner ou bien ce qu'on peut perdre. Ce qu'on peut perdre, ce qu'on peut gagner par rapport à quoi? Par rapport à l'activité de la philosophie, par rapport à l'acte de philosopher. Et la finalité, c'est-à-dire que quelle est la fin, le sens, l'importance de l'activité philosophique? À quoi peut-on s'attendre en philosophant? Quelles sont les perspectives qui sont dégagées dans l'activité philosophique? Donc ça se résume à la question dont je viens d'évoquer, qui est la question selon laquelle quel est le sens ou bien quelle est l'importance de l'activité philosophique. Et quelle conception peut-on en avoir de manière générale? C'est que la philosophie, encore une fois, on pourrait dire qu'elle est une discipline peut-être ancienne, dans la mesure où elle est née dans l'Antiquité, avant Jésus-Christ. Et en ce sens, on a toujours eu l'occasion de profiter de cette discipline, mais une discipline qui nous a permis de favoriser, encore une fois, un réveil intellectuel. Une discipline qui a permis de promouvoir la conscience, de promouvoir la rationalité. Donc la philosophie, encore une fois... Quand il faut qu'on éclaircisse un peu là-bas, quand on parle de conception, on parle de quel point de vue? Ouais, du point de vue qu'on a de cette thématique, oui, bien évidemment. On parle d'enjeu, finalité et de perspective de la philosophie. Donc, quand on parle d'enjeu, on parle de l'importance. De l'importance, de ce qu'on peut gagner, de ce qu'on peut perdre en philosophant. Quand on parle de finalité. De finalité, c'est-à-dire qu'est-ce que la philosophie peut nous apporter. Peut nous apporter le sens. Le sens. On parle de perspective, à quoi va nous mener l'activité de philosophie? Est-ce que cette philosophie mérite d'être toujours conservée ou bien est-ce que cette philosophie doit être disqualifiée? Donc c'est de multiples interrogations qui vont être soulevées, mais à chaque fois que nous soulevons ces interrogations, encore une fois, nous aurons toujours le sens de trouver des questions, mais des questions qui vont à nouveau soulever d'autres questions, parce que comme l'a si bien dit Karl Jaspers, en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question. Donc c'est toujours dans cette logique que nous avons à dire que la conception que nous aurons de cette thématique va être vraiment une conception discutable. Oui, parce que je me suis basé sur les différents concepts pour dire de manière générale qu'encore une fois, quand nous nous rapportons à cette thématique, nous essayons d'avoir un point de vue qui va nous faire soulever une question. C'est la question de l'importance ou du sens de la philosophie. Merci. Vous avez parlé d'enjeux de la philosophie, finalité. Quel est le sens? Bon, on le dit souvent, quelle est l'importance? Ça n'a pas d'importance, on le dit souvent. Tout à fait. La philosophie. Donc avec Moussa Sougou, peut-être, à partir d'aujourd'hui, on va plus poser la question, le sens de la philosophie. Aujourd'hui, quand nous disons que la philosophie a un sens, parce que ça me permettra toujours de se rapporter à cette question que je viens de soulever. Oui, comme vous l'avez si bien évoqué, à chaque fois on a tendance à dire que la philosophie n'a pas de sens. Maintenant, quand vous me demandez quel est le sens de la philosophie, je vais me permettre de dire que en tant que quelqu'un qui se rapporte, en tant que quelqu'un qui
qui s'exerce en philosophie, je ne vais pas me permettre de dire que la philosophie n'a pas de sens, mais bien évidemment qu'elle a un sens. Mais pourquoi peut-on attribuer, en quoi peut-on attribuer à la philosophie un sens? On peut attribuer à la philosophie un sens parce que cette philosophie, de par ce qui la caractérise essentiellement, est une discipline qui va permettre à l'homme de sortir de son ignorance. Non seulement elle va permettre à l'homme de sortir de son ignorance, mais comment sortir de son ignorance? C'est à la suite d'une découverte de l'ignorance que l'on va pouvoir sortir de notre ignorance. Sortir de notre ignorance va nous mener vers où? Va nous mener vers, encore une fois, une recherche du savoir. Parce qu'on ne peut pas savoir sans pour autant se savoir. Comment se savoir? On peut se savoir par l'intermédiaire, encore une fois, d'un repli que l'on va faire sur soi-même. Et c'est ce repli qui va permettre de découvrir son ignorance. Et en découvrant son ignorance, on va pouvoir avoir les prérogatives d'aller se rapporter à la recherche du savoir. C'est de là que la philosophie, d'une part, peut réclamer une importance. Mais toujours, quand nous disons que la philosophie a une importance ou bien a un sens, elle nous permet, encore une fois, de favoriser la réflexion. Mais quel type de réflexion? J'ai l'habitude de dire que c'est une réflexion critique. Mais est-ce que la réflexion, elle est critique pour être critique seulement? Elle est une réflexion critique, mais au-delà d'être critique, elle est rationnelle. C'est une manière de dire que c'est la raison qui va demeurer l'arbitre. C'est la raison qui sera régulatrice en philosophie afin de pouvoir faire le jugement entre deux choses, le vrai et le faux, ou bien le bien et le mal. Et si la philosophie nous permet d'une part de rechercher le savoir, d'une autre part de ne pas se soumettre à des préjugés, à des choses qui sont déjà dites, à des illusions, encore une fois, la philosophie permet à l'homme de ne pas dormir. La philosophie permet à l'homme de ne pas être dans une somnolence intellectuelle. Et c'est à ce niveau, encore une fois, qu'elle peut bien évidemment réclamer une importance. Donc je peux dire que, ne serait-ce que ça, la philosophie peut être perçue comme une discipline importante. Je vais parler tout à l'heure d'être conscient de son ignorance. Donc ça va nous ramener au mot du grand philosophe. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Je ne sais rien. Socrate. En fait, mais pourquoi Socrate avait dit ça? Socrate avait dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, dans le but de vouloir se présenter comme quelqu'un qui n'est pas un savant. Et on parle en sens d'ironie socratique. Socrate s'ironisait, c'est-à-dire il se détruisait entre guillemets pour essayer d'être dans une posture de modestie intellectuelle. Oui, parce que quelqu'un qui prétend savoir va se donner, encore une fois, comme va se présenter comme quelqu'un qui n'aura plus la possibilité d'aller rechercher le savoir. C'est la raison pour laquelle, étant obnubilé par le savoir, par la connaissance, Socrate se disait que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire, c'est une manière de dire que quelqu'un qui sait n'a plus à aller rechercher le savoir. C'est la raison pour laquelle cette affirmation socratique nous fait comprendre qu'il y a trois catégories. Il y a quelqu'un qui pense savoir et qui ne sait pas, que l'on peut considérer comme l'ignorant. Il y a quelqu'un qui ne sait pas et qui sait qu'il ne sait pas. C'est lui qui est l'ignorant, conscient de son ignorance, qui se traduit en philosophe. En troisième lieu, il y a quelqu'un qui sait et qui sait qu'il sait, c'est celui que nous appelons le savant. Socrate maintenant, pour ne pas se présenter comme un ignorant, ignorant de sa propre ignorance, ni comme un savant, mais pour se présenter comme un philosophe, il dira que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il s'ironisait à telle enseigne qu'il se donnait toujours comme vocation d'aller savoir de la meilleure des manières qu'il sait déjà. Merci beaucoup, c'est très important et j'espère que, chers élèves, vous êtes en train de bien prendre note. Bon, on va parler aussi des perspectives, en quoi la philosophie peut nous amener. En quoi la philosophie peut nous amener, comme je l'ai tantôt dit, elle peut nous amener à la recherche du savoir, mais elle peut nous amener à adopter une posture critique de telle sorte qu'on ne va pas se soumettre aux idées qui sont déjà faites, qu'on ne va pas se soumettre aux préjugés, qu'on ne va pas, encore une fois, être des gens qui sont, comme je l'ai tantôt évoqué, dans une somnolence intellectuelle. Parce qu'à la différence de celui qui pense que tout ce qui est dit est bien dit, le philosophe va te dire que tout ce qui est dit doit être examiné. Tout ce qui est dit doit être diagnostiqué de telle sorte que ce qui est dit a l'impression d'être mal dit. C'est la raison pour laquelle le philosophe va rigoureusement se distinguer de celui que nous appelons l'homme du sens commun. Oui, qu'est-ce qui caractérise l'homme du sens commun? L'homme du sens commun est caractérisé par le oui béni. L'homme du sens commun est caractérisé par une attitude de soumission. L'homme du sens commun est caractérisé par une attitude d'acceptation entière de toutes les
vérités qui sont déjà établies. À la différence maintenant de l'homme du sens commun, il y a le philosophe qui va ne pas se soumettre aux vérités qui sont déjà établies. Il y a le philosophe qui va prendre une distance critique. Une distance critique qui découle de quoi? Qui découle de cette réflexion critique. De cette réflexion critique qui se manifeste par quoi? Par l'usage qu'il fait de la raison. À la différence de toujours cet homme du sens commun qui n'utilise pas sa raison. Cela veut dire quoi? Que l'homme du sens commun ne pense pas, il pense mal, pour reprendre Gaston Bachelard. Le philosophe, lui, il se donne la possibilité de penser par lui-même et pour lui-même. Et quand il pense par lui-même, pour lui-même, encore une fois, la philosophie lui inculque des valeurs. La philosophie lui inculque une dimension particulière, à telle enseigne que la philosophie, toujours en ce sens, peut réclamer, encore une fois, une importance capitale. C'est là où on parle aussi que le philosophe ne doit pas être naïf. Le philosophe ne doit pas être naïf parce qu'il y a ce que l'on appelle la naïveté intellectuelle. La naïveté intellectuelle, se découvre à l'endroit de qui? À l'endroit de celui qui, à chaque fois qu'on lui dise une chose, va l'accepter banalement, va l'accepter sans le consentement de sa raison. C'est encore une fois le oui passif dont je viens d'évoquer. Et pour reprendre Émile Chartier, plus connu sous le nom de Alain, il nous dira que penser, c'est dire non. Remarquez que le signe du oui est d'un homme qui s'endort. Le philosophe, à chaque fois, il adopte l'attitude du non. Mais quel non? Est-ce que c'est le non définitif? Non, c'est le non provisoire, c'est le non d'examen critique, c'est le non, encore une fois, de recherche afin de pouvoir découvrir des vérités, non pas des vérités définitives, mais des vérités acceptables par la raison humaine. Donc, merci beaucoup, merci Monsieur Sougou, c'est très important. On va passer à une autre question. Bon, on va parler de l'actualité de la philosophie dans un monde qui est emporté par les découvertes scientifiques. Que pouvez-vous nous dire de cela? Dans un monde emporté par les découvertes scientifiques, quel est le sens de la philosophie? Je pense que cette question va dans la même logique que la question que vous venez de soulever tout à l'heure, c'est-à-dire la question portant sur le sens de la philosophie dont on a essayé de traiter. Quand vous me dites qu'aujourd'hui, dans un monde dominé ou emporté par la science, est-ce que la philosophie a toujours son sens? Je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire oui, mais je vais essayer, encore une fois, d'apporter une démarche qui sera bien évidemment une démarche discutable, mais aujourd'hui, oui, quand nous essayons de nous apporter à l'actualité de la philosophie, oui, cette actualité va être remise en question. Est-ce que la philosophie a toujours son sens dans un monde dominé par la science? Je ne dirais pas non, mais oui, cette philosophie qui est une discipline rationnelle, cette philosophie qui est une discipline théorique, cette philosophie qui est une pensée, encore une fois, n'est pas apte à procurer à l'homme une satisfaction de ses besoins matériels. Si toutefois la philosophie est inapte à procurer à l'homme une satisfaction de ses besoins matériel, qui va le faire à sa place? C'est la science. Oui, c'est la raison pour laquelle quand nous parlons de l'actualité de la philosophie, d'une remise en question de cette actualité, nous allons faire appel à la science qui va pouvoir être comparée à la philosophie, histoire non pas de faire la différence entre la philosophie et la science, mais histoire encore une fois de montrer quelle est la véritable finalité de la philosophie lorsqu'elle est comparée à la science. Oui, la philosophie, en étant comparée à la science, est-ce qu'elle retrouve son sens? Elle peut retrouver son sens, mais quel sens? Peut-être son sens spirituel. Quel sens? Peut-être son sens théorique, à telle enseigne que si la philosophie, encore une fois, même si elle a un sens, en ce sens où nous sommes dans le domaine matériel, la philosophie vraiment serait disqualifiée au profit de la science, bien évidemment. Oui, parce que grâce à cette science, l'homme a réussi, encore une fois, de réaliser le vœu cartésien selon lequel il est devenu comme maître et possesseur de sa nature. Si la science a permis à l'homme de devenir maître et possesseur de sa nature, c'est parce que cette science, encore une fois, a permis à l'homme de parvenir à la satisfaction de ses besoins matériels. Et quand nous parlons de besoins matériels actuellement, c'est encore une fois les besoins qui ont permis au monde d'être modernisé, les besoins qui ont permis aux découvertes scientifiques de mettre
l'homme dans un confort matériel. Et c'est grâce à ce confort matériel, encore une fois, que certains, ou bien que l'homme, d'une certaine manière, peut renoncer à la philosophie. Et quand il y a une renonciation à la philosophie, encore une fois, comme je l'ai tantôt dit, le sens, l'importance de la philosophie serait remise en question, d'où son actualité. Est-ce que la philosophie serait toujours actuelle? Est-ce que la philosophie est d'ordre du jour? Et quand nous prenons la science en considération, cette actualité, cette philosophie devant se présenter à l'ordre du jour ne serait plus en mesure d'être considérée. C'est la raison pour laquelle toujours, quand il est sens toujours de parler de ça, il est toujours question de comparer la philosophie à la science. Et quand nous comparons la philosophie à la philosophie va mériter une disqualification à travers laquelle les gens vont donner beaucoup plus de considération à la science qu'à la philosophie, parce que, comme je l'ai tantôt dit, cette science a réussi à satisfaire les besoins matériels de l'homme. Et pour reprendre Jean Rostand, la science a fait de nous des...